Selon Jacques Attali, cette année s'annonce sombre, entre climat hors de contrôle, multiplication des guerres et effondrement silencieux de la démocratie. Derrière les discours rassurants, notre monde glisse vers un ordre fondé uniquement sur les rapports de force. La dédollarisation inquiète Washington et les régimes autoritaires avancent leurs pions pendant que les élites occidentales échouent à protéger leur peuple. L'Europe, encore riche et démocratique, se découvre isolée, jalousée, peut-être sacrifiée par celle-là même qui prétendait la défendre. Tandis que la Chine impose son modèle de dictature intelligente comme solution aux crises du XXIe siècle. Dans cette émission, Jacques Attali confronte ses prédictions au réel et pose une question dérangeante. Sommes-nous prêts pour le monde qui arrive ou sommes-nous déjà en train de le subir sans le voir ? Même si dire une bonne année 2026, c'est a priori un oxymore, puisque tout se prépare pour que 2026 ne soit pas bon, ni en termes internationaux, ni en termes climatiques, ni en termes nationaux. Ce qui veut dire, si on veut être plus souriant, nous ne pouvons avoir que des bonnes surprises, puisque le pire et le plus vraisemblable, à bien des points de vue, le climat, même s'il fait froid aujourd'hui, est annoncé comme le plus chaud de l'histoire pour cette année, à partir du printemps, et que les guerres sont là, de plus en plus nombreuses, et que les rapports de force sont de plus en plus visibles. Les rapports de force sont de plus en plus visibles avec la prise de conscience du fait que il n'y a pas d'ordre international, il n'y a jamais eu d'ordre international, il n'y a que des rapports de force. Le droit international n'est pas un vrai droit, puisqu'un vrai droit, c'est un droit qui est soumis à la possibilité de sanction quand il n'est pas respecté. Il n'y a aucune sanction quand le droit international n'est pas respecté. Les traités ne sont respectés que par ceux qui veulent les respecter, et non pas parce qu'on est contraint à les respecter comme on est contraint à respecter la loi. Il n'y a pas de prison commune à l'humanité pour mettre en prison ceux qui ne respectent pas le soi-disant droit international. Il n'y a que de l'égoïsme rationnel ou de l'altruisme intéressé. On n'est altruiste que si on est intérêt. On est égoïste par nature, et si on trouve un intérêt à aider les autres, on le fait. C'est ainsi que se joue toute la vie politique internationale. Et quand un acteur estime qu'il a moins intérêt à aider les autres, il ne le fait pas. Les Américains, à qui on peut être très reconnaissant de leur appui, qui nous ont permis de nous libérer du fascisme et du nazisme dans les années 40, l'ont fait aussi, sinon très largement, dans leur intérêt, même si on leur doit une reconnaissance infinie pour cela. Et aujourd'hui, il faut prendre acte de ce que plus personne n'a intérêt à défendre l'Europe, en dehors des Européens. Pourquoi plus personne n'a intérêt à défendre l'Europe ? Tout simplement parce que l'Europe est la partie du monde la plus riche, contrairement aux statistiques fausses qui disent que nous sommes en train de décliner, c'est faux, qu'elle reste le meilleur endroit pour vivre et qu'elle reste le cœur, sinon le seul endroit véritablement à peu près démocratique de la planète. Sachant qu'il y a une règle qui est vraie dans la vie privée comme dans la vie publique, on déteste celui qui vous ressemble et qui réussit mieux que vous. C'est d'ailleurs pourquoi la Russie attaque l'Ukraine, parce que l'Ukraine ressemble à la Russie et que l'Ukraine est une démocratie et que ça donne aux Russes l'idée qu'eux aussi pourraient l'être, intolérable. C'est pourquoi la Chine menace Taïwan, parce que la Chine ne peut pas se permettre d'avoir un voisin démocratique. C'est pourquoi on pourrait faire le même raisonnement sur des pays du Moyen-Orient qui se ressemblent et qui devraient travailler ensemble si l'un ne jalousait pas l'autre. Et sans doute pourrait-on faire le même raisonnement pour l'Afrique du Nord. Et sans doute doit-on faire le même raisonnement entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis nous détestent aujourd'hui parce que nous sommes infiniment plus heureux, plus riches, plus sûrs. La qualité de la vie, la nature des services publics y est infiniment meilleure. C'est intolérable pour l'Amérique, qui ne se revendique d'ailleurs plus comme une démocratie, mais seulement comme une grande puissance. On le voit tous les jours. Tout acte de puissance, ce qui vient de se passer au Venezuela n'est absolument pas lié au trafic de drogue, à mon avis, ni même au pétrole proprement dit. C'est lié à la nécessité, depuis 1974, d'assurer que le pétrole est libellé en dollars, et quand il n'est plus libellé en dollars, les États-Unis perdent ou risquent de perdre la possibilité d'émettre du dollar pour financer leur déficit et donc asseoir leur puissance. C'est ça qui se joue, c'est la menace de dédollarisation de l'économie mondiale qui est en marche, que les États-Unis ne peuvent pas accepter. Et l'Europe est menacée parce qu'elle est
de ce point de vue, le dernier chantre de la démocratie. C'est vrai que si on fait le tour de la planète, les démocraties sont de moins en moins nombreuses. L'Inde, qui reste en théorie la plus grande démocratie, il faut voir ce qui s'y passe. C'est un gouvernement ethnique qui est clairement un gouvernement qui laisse faire des actes racistes contre les musulmans avec une grande violence. Et aux États-Unis, on ne peut pas dire que la démocratie soit en place. J'ai dit et écrit pour ma part depuis le début que les États-Unis ne sont plus une démocratie pour l'instant. Tout se passe comme si, en tout cas, la démocratie n'était plus là. Je rappelle la citation de M. Curtis Yarvin, l'idéologue du président Trump, qui a dit il y a quelques mois, et qui l'a répété la semaine dernière... Est-ce qu'on peut... Pardon. Et qui a répété la semaine dernière... Oui, il y a 3 pouvoirs aux États-Unis, judiciaire, législatif et exécutif, mais rappelez-moi lequel de ces pouvoirs dispose de l'armée. Ce qui dit tout sur la nature des prétentions du système à s'installer comme un système totalitaire. Je ne dis pas qu'il l'est, mais je dis qu'il s'installe avec la possibilité de le devenir, mais naturellement avec beaucoup de possibilités de recours, en particulier au moment des élections de mi-mandat qui viennent dans un an, dans moins d'un an. La démocratie recule pour des raisons nombreuses. D'abord parce qu'elle a échoué dans beaucoup de domaines. Elle a échoué à réduire les inégalités. Là où les pays démocratiques sont des pays très inégalitaires. Les pays totalitaires le sont aussi, mais on le voit moins parce que la corruption et les inégalités y sont masquées. On ne connaît pas la fortune des dirigeants chinois, russes, indiens, aussi bien qu'on connaît la fortune des dirigeants américains ou européens. Donc la démocratie a échoué à réduire les inégalités, elle a échoué à assurer la sécurité, elle a échoué à assurer l'identité nationale et à maintenir cette identité par l'intégration des nouveaux venus. Elle a échoué à donner un sentiment d'espérance. Elle a échoué à régler les problèmes du long terme, en particulier les problèmes climatiques. Elle a échoué à échapper à la dictature des énergies fossiles. Elle a échoué à définir des grands projets de long terme. Il n'y a pas de grands projets industriels de long terme aux États-Unis pensés par le gouvernement fédéral d'une nature importante. Il n'y en a pas en Europe non plus, alors que un gouvernement totalitaire comme le gouvernement chinois a réussi avec une maestria extraordinaire, avec une lucidité exceptionnelle, à se doter depuis 15 ans, 20 ans même, de la maîtrise des matériaux critiques, du développement de l'ensemble de la chaîne de production d'une électricité verte, en ayant compris avant tout le monde que l'avenir était à l'électrification du monde, pas seulement l'électrification de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais l'électrification de la quasi-totalité de la production industrielle et des services, et que si l'on veut échapper à ce que l'électrification soit une cause d'aggravation de la situation climatique, il faut une électrification verte, c'est-à-dire une électrification fondée sur le solaire, le nucléaire et l'éolien, ce que les Chinois maîtrisent aujourd'hui totalement. Ils vont être les premiers au monde à avoir réussi une industrie électrique généralisée et verte en ayant accessoirement obtenu un quasi-monopole du raffinage des matériaux critiques et de la production, comme vous le savez, des batteries et de l'ensemble des outils nécessaires au réseau électrique qui vont être essentiels pour tout cela. C'est donc une preuve éblouissante de ce qu'une dictature intelligente peut régler les problèmes que les démocraties sont incapables de répondre. Avec d'ailleurs un discours extrêmement cohérent dans beaucoup de domaines. Par exemple, lorsqu'on l'interroge, le dirigeant chinois, sur l'absence de démocratie et sur l'incapacité de leur système à désigner des dirigeants qui soient démocratiques, ils répondent, mais c'est totalement faux. Vos dirigeants viennent de n'importe où au dernier moment, ils peuvent être présidents sans avoir jamais exercé la moindre responsabilité. Personne en Chine ne peut exercer une responsabilité sans d'abord avoir été élu, oubliant de dire que c'est à l'intérieur d'un parti unique, mais élu au niveau local, avoir fait ses preuves au niveau régional et être ensuite promu au niveau national, pour ensuite
participer à la direction d'ensemble. Oubliant souvent de dire d'ailleurs que ceux qui sont miraculeusement au sommet par ces processus sont souvent des fils d'eux, qui fait que l'héritage se trouve aussi capable de court-circuiter ces apparences, forme de légitimité mandarinale qui est supposée être la source du pouvoir dans la société chinoise depuis 2000 ans. Il n'empêche qu'ils ont un discours très cohérent sur le fait que leur système sélectionne de meilleures élites que les nôtres et que la démocratie ne peut envoyer au pouvoir que des gens soucieux d'avoir le pouvoir mais pas d'avoir des projets, des gens sachant que être impopulaire, c'est se condamner à échouer dans les démocraties, et que donc, comme nous ne savons pas prendre des décisions impopulaires, nous ne pouvons qu'échouer. Ce discours, si on y ajoute que l'impopularité consiste à prendre des décisions courageuses en matière de défense de l'identité nationale, de protection des enjeux de l'avenir, trouve un écho certain, auquel s'ajoute le sentiment que la démocratie est moins capable que les systèmes autoritaires de défendre, de protéger les citoyens à un moment où, entre liberté et sécurité, la balance est davantage sur l'exigence de sécurité.